Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Puis vraiment, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vais aussi saluer tous les gens qui nous écoutent en web diffusion, qui sont plus de 800 personnes. Alors, on est nombreux aujourd'hui. Donc, je voudrais saluer tout le monde et remercier tout le monde d'assister à cet événement-là. Je pense que c'est un événement important. C'est une journée importante aujourd'hui et on voulait profiter du momentum. C'est la journée internationale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Alors, on voulait profiter du momentum pour avoir cette discussion-là aujourd'hui ensemble. Donc, on a une très, très belle brochette d'invités, de panélistes. Alors, on voulait donner des outils. D'abord, notre objectif, alors des psychologues, c'est d'aider les gens à comprendre. Donc, comprendre la personne qui vit avec un trouble neurocognitif ou une maladie d'Alzheimer, mais comprendre aussi ce que vivent les proches aidants. Il y en a combien ici qui sont proches aidants? Ben, bravo. Et donc, on voulait aider à comprendre cette réalité-là. Alors, le but, c'est qu'on est convaincu que quand on comprend mieux, on agit mieux. Parce que vous savez, la maltraitance financière, la maltraitance physique, c'est des maltraitances qui sont bien évidentes. Hein? Donc, quand on subtilise de l'argent à quelqu'un, qu'on fait pression pour obtenir des sommes de cette personne-là, ou encore quand on la brusque physiquement, ou quand on donne des mauvais soins de toutes les sortes de façons, on se doute pas. Mais la maltraitance psychologique, elle est beaucoup plus insidieuse parce que souvent, elle arrive parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Et donc, c'est la majeure des raisons pour lesquelles la maltraitance psychologique arrive. Puis ce qui est encore pire, c'est que des fois, on pense qu'on est bien traitant, mais on ne l'est pas, justement parce que on ne comprend pas nécessairement ce que la personne souhaite, ce que la personne veut, ou encore ce dont la personne a besoin. Puis parfois, elle arrive aussi parce que les proches aidants sont épuisés. Ça peut arriver. Donc, il faut essayer de concilier tout ça. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter donc nos panélistes. Alors, j'y vais dans l'ordre de ma fiche, mais Madame Sylvie Grenier. Donc, Madame Sylvie Grenier, qui est directrice de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Madame Grenier, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Madame Lucie Lagara. Donc, Madame Agara est neuropsychologue, psychologue à à l'Institut universitaire, quel lapsus, de gériatrie de Montréal. Donc, merci Madame Agara d'être avec nous. Et finalement, Madame Nathalie Choquette. Bonjour. Donc, Madame Nathalie Choquette, qui est artiste, chanteuse, mais surtout proche aidante. C'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Alors, mesdames, d'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que vous nous parliez tour à tour de votre expérience avec la maladie ou avec la proche aidance. J'aurais envie de commencer peut-être par vous, Madame Agar. Oui, pas de problème. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, je suis Lucie Lagara, je suis psychologue. Je travaille au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, à l'Institut de gériatrie de Montréal, aux cliniques externes et notamment avec des patients et des proches aidants en lien avec les troubles neurocognitifs. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que je me spécialise en gériatrie, en gérontologie. Au fil de mon parcours, j'ai pu voir un petit peu tous les milieux finalement, là, les cliniques d'évaluation, les centres de jour, les centres d'hébergement, les activités, etc. Puis ça fait une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans que je me consacre plus à la psychothérapie, donc pour les personnes atteintes et pour les proches aidants. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Agar. Madame Grenier. Je suis Sylvie Grenier, je dirige depuis 5 ans la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui, elle, s'emploie quotidiennement sur tout le territoire du Québec à offrir des services tant aux proches aidants qu'aux personnes qui vivent avec la maladie. Mon parcours à travers la maladie a commencé depuis près de 25 ans, quand j'ai été moi-même personnellement interpellée par la maladie avec ma mère, où dès les premiers doutes, dès les premiers symptômes, j'étais à ses côtés et je l'ai accompagnée pendant 10 ans dans son parcours à elle. Et sur l'entrefaite, sur mon parcours professionnel, c'est présenté des opportunités, justement, ou encore des portes qui sont ouvertes afin que je puisse travailler aussi maintenant
à supporter les personnes proches aidantes et faire en sorte que partout à travers le Québec, on puisse avoir accès à des services de qualité et de proximité tant pour les personnes atteintes que pour les proches qui vivent avec ces personnes qui les accompagnent. Donc, les préoccupations au niveau de la maltraitance, moi, je pense la maltraitance, la malveillance, parce qu'effectivement, pour moi, c'est insidieux avec la maladie d'Alzheimer et il y a tout part du regard qu'on pose sur la personne à partir du moment où on sait qu'elle est atteinte. Merci beaucoup, Mme Grenier, d'être avec nous. Mme Choquette? Ça fait longtemps que je suis proche aidante. Ça a commencé quand j'étais toute jeune mariée, quand ma belle-mère est arrivée en catastrophe du Liban, très malade, et elle pouvait pas vivre toute seule, donc elle a vécu chez nous pendant 10 ans. Et ça a été pour moi toute une expérience et d'apprentissage. C'est pas nécessairement facile, mais je me suis vraiment attachée à elle. Et finalement, on était des proches aidantes toutes les deux, l'une envers l'autre, parce que j'avais ma petite Florence qu'elle berçait souvent dans ses bras, puis elle faisait de la bonne cuisine aussi. Donc, c'était ma première expérience. Ensuite, la deuxième, ça a été pour ma fille Florence quand elle a eu sa dépression il y a environ 12 ans. Donc ça a été aussi assez, enfin, je pense vraiment très éprouvant. Mais les miracles existent grâce à des personnes comme vous, les psychologues, psychiatres et tout. Et à l'entourage qui nous supporte aussi, parce que même les proches aidants ont besoin d'aidants pour passer à travers ces choses-là. Et ensuite, ça a été pour mon père, qui est décédé il y a 7 ans. Et donc, 6 ans. Et donc, pendant les 2 dernières années de sa vie, s'occuper de toutes ces choses et tout. Et il habitait à Ottawa, le déménager et tout. Et depuis le décès de mon père, ben c'est pour ma maman. Donc, c'est ma maman que je soutiens. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez l'être humain d'aider les autres. C'est pas facile, mais quand on sait que on peut pas dormir en paix, si on ne le fait pas, ben on sait que quelque part ça comble aussi chez nous un besoin de partage qui est profondément humain. Merci, Mme Choquette. Je pense qu'on pourrait vous décerner un doctorat honoris causa en prochaine danse. Tout le monde approuverait. Alors, moi, je suis Christine Groux. Je suis présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Avant d'être à la présidence de l'Ordre, je travaillais 30 ans comme neuropsychologue, donc c'est sûr que j'ai vu beaucoup dans ma pratique une clientèle qui a souffert de troubles neurocognitifs dégénératifs. J'en ai évalué beaucoup, j'en ai suivi plusieurs, et je travaille encore à faire du suivi thérapeutique avec des proches aidants parce que c'est une réalité que je connais aussi personnellement. J'ai été proche aidante dans ma vie également. Alors, donc, je dis toujours, on connaît tous les côtés du lit et toutes les facettes de cette réalité qui nous touche tous. Je prends un petit moment pour remercier la direction des communications et tous les gens des communications de l'Ordre qui sont ici pour l'organisation de l'événement et pour le travail qu'ils ont fait. Parce que quand on organise un événement comme ça, les choses ont l'air faciles, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière. Alors, merci à vous. J'aimerais qu'on revienne sur la maltraitance. Pour moi, je l'ai dit tantôt, la maltraitance psychologique, parce que c'est surtout de celle-là qu'on va parler aujourd'hui, hein. C'est sournois, c'est insidieux. Ça arrive parce que la personne perd un peu son statut, parce que les gens comprennent pas ce qui se passe, parce qu'elle a des comportements qui sont difficiles à comprendre, des émotions qui sont difficiles à comprendre, parce que les gens, Madame Grenier, j'aimerais ça que vous nous parliez, que vous commenciez en fait, que vous nous parliez de ce que vous observez, des comportements de maltraitance que vous observez, des comportements qui devraient peut-être être évités aussi. Oui, il y en a quelques-uns. Je suis toujours extrêmement sensible à comment on traite les personnes qui vivent avec la maladie, comment on les traite, comment on intervient particulièrement auprès d'eux ou on n'intervient pas.
D'abord, la maladie d'Alzheimer, je dirais que c'est à peu près la seule maladie de laquelle on rit. On va faire des blagues. Pas beaucoup de maladies pour lesquelles on dit, ben, fais attention, t'es Alzheimer, à cette heure. Donc, à chaque fois, j'ai comme un petit crunch dans le dos, là, qui me fait comme, ouah. Et aussi, comment on considère la personne qui vit avec la maladie. Dans le sens où les gens ont peur d'aller chercher un diagnostic. Moi-même, la première, j'aurais peur. Mais pourquoi? Parce que après ça, t'oses pas dire que tu as des symptômes. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois autour de toi, c'est qu'à partir du moment où tu entends dire que ton copain François, il est Alzheimer à cette heure. Donc, on ne devient pas la maladie et on l'entend combien de fois? Ouais, mais tu sais, ma mère est Alzheimer. Donc, on devient la maladie dans l'œil de l'autre. Donc, et à partir de là, quand tu as ton diagnostic, ben, il se passe quelque chose dans la nuit qui fait que le lendemain matin, tu n'es plus là. On ne te considère plus comme une personne. On parle de toi, à côté de toi, comme si tu n'étais plus là, en fait. Moi, je me mets toujours dans la peau de la personne qui entend son proche parler à un ami qui dit « Ouais, mais tu sais, un matin, ça s'est passé de telle façon, il s'est passé telle chose. » Et que la personne, la mère, est à côté et elle entend ça. Je deviendrais méchante, je pense. Donc, et c'est tous cette méconnaissance de maladie, la peur aussi, comme proche aidant, on reçoit comme accompagnateur de dire « Oh my God, qu'est-ce qui m'attend? » Mais on accompagne une personne. Ça aussi, hein, le mot « accompagner ». On dit, on prend ça, mais on accompagne. La Société Alzheimer de Québec a fait un magnifique vidéo avec une personne atteinte en début de maladie, ou ça faisait quand même une couple d'années qu'elle était atteinte. Puis, elle raconte un petit peu son parcours. Et puis, elle dit, vous savez, l'attente que j'ai, c'est ne me devancez pas, accompagnez-moi. Ça fait une méchante différence. Quand tu prends soin de quelqu'un, tu en prends soin, c'est correct. Mais accompagner quelqu'un, c'est de la prendre par le bras et de faire le chemin avec. Et non pas de prétendre avant elle de ce qu'elle n'est plus capable de faire aussi. Ce que je trouve extrêmement difficile aussi, c'est dans la communauté, des expériences que j'ai vécues personnellement, de me présenter. Ma mère me demande à moi d'aller à la caisse parce qu'elle sait qu'elle est atteinte. Puis, ben là, il faut arranger les affaires. Je m'en souviens que tu as une procuration. Parfait, on va aller à la caisse, on prend rendez-vous. Et on s'assoit, ma mère et moi, dans le bureau de la conseillère, je me dis. Et la dame me demande à ma mère ce qu'elle veut. Ma mère lui répond, ben, je suis avec ma fille, j'aimerais ça autoriser. Puis elle dit, ah, parfait. Et là, ma mère lui dit qu'elle a eu un diagnostic d'Alzheimer. À partir de ce moment-là, c'est ma mère qui avait exprimé tous ses besoins et tout ça. À partir de ce moment-là, la conseillère, c'est à moi qui a parlé. Elle me regardait, elle me disait, mais oui, mais est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez... Là, moi, je me retournais vers ma mère. Maman, tu veux faire ça? Et elle ne m'a jamais adressé la parole à ma mère. C'est un exemple que je vous donne. J'en ai vu des dizaines. À la société, j'ai dirigé pendant 5 ans la Société Alzheimer de la Rive-Sud, où on offre de l'hébergement. Bon, j'étais choyée. Hein. Quand le matin, ça ne marchait pas dans le bureau, là, je partais, j'allais marcher dans la résidence. Je me souvenais pourquoi j'étais là. Mais j'ai vu des familles, j'en ai rencontré beaucoup. Et ça m'agressait à chaque fois qu'un proche venait, s'assoyait à la table avec son père, sa mère ou la personne qui venait visiter. Et la personne est là, il parle d'elle. Puis là, il est pas content ou il dit telle affaire, mais oui, mais à cette heure, il est plus capable de. La personne est à côté. Et c'est comme si elle était plus là. Combien de fois on a entendu, ouais, mais tu sais, Roger, il est plus là. En tout cas, je trouve que c'est de l'agression. Donc, c'est les expériences que j'ai vécues qui font en sorte qu'aujourd'hui, je veux vraiment que mon travail sur faire en sorte d'éduquer les gens aussi, mais de faire en sorte qu'on considère toujours la personne qui vit avec la maladie comme une personne à part entière aussi, qui a aussi des choix à faire et de ne pas considérer qu'elle n'est plus là. Merci beaucoup, Madame Grenier. On a l'autre lectrice, c'est super mignon. Et Madame Agara, est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi? Oui, c'est sûr que ça peut s'observer effectivement. Je pense que c'est quand on parle de maltraitance, il y a la question de l'intentionnalité ou pas, là, que ce soit intentionnel ou pas, ça peut rester de la maltraitance quand même. J'ai jamais vu de proche aidant qui avait de mauvaises intentions, mais c'est vrai qu'on peut observer ces exemples-là de la part des proches ou dans la société en général, là, où
les proches plus éloignés. Je pense qu'au niveau, chez les proches aidants, chez dans l'entourage, la réaction qu'on a au niveau émotionnel, psychologique, c'est tellement difficile de passer au travers de ce deuil-là, du deuil blanc, du deuil de la personne, puis en même temps de trouver l'énergie de continuer de l'accompagner, que par moment, quand on est en souffrance ou qu'on a des difficultés, il y a toutes sortes de mécanismes qui entrent en jeu. Donc, des fois, pour se protéger, peut-être qu'on se met plus à distance parce que finalement, c'est trop dur émotionnellement à supporter. Peut-être que parfois, c'est comme on l'a dit, je suis tout à fait d'accord, juste une mauvaise compréhension de comment la maladie s'exprime en termes de comportement de la personne atteinte. Donc, d'améliorer la compréhension, je pense que ça change beaucoup le regard du proche aidant, la façon dont il va pouvoir s'ajuster aux besoins de la personne. Je pense que s'il y avait une chose à retenir, moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est exactement ce que Mme Grenier décrivait aussi, c'est-à-dire c'est des gens qui ont peur de se faire évaluer, mais qui ont peur surtout de le diffuser parce que le stigma est très, très bas. Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on est porteur d'un trouble cardiaque, de n'importe quel problème de santé dans la vie, en général, on n'est pas nécessairement gêné de le dire. Mais la maladie d'Alzheimer, on devient la maladie plutôt que d'être quelqu'un qui vit avec cette maladie-là, c'est du tout ou rien. Alors, cette peur que le regard des autres change sur nous et que tout ce qu'on fait soit interprété en fonction du symptôme ou encore qu'on disparaisse, qu'on nous fasse disparaître avant qu'on soit disparu parce qu'on ne disparaît pas. Donc, on demeure. Il y a des choses qui demeurent. Alors, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est de se rappeler que la personne reste une personne à part entière et que de toute façon, dans n'importe quel contexte de maladie, on ne doit jamais évacuer la personne de ses soins. Et on doit l'accompagner, on doit rester partenaire plutôt que de l'évincer finalement et de décider pour elle. Et Mme Agara a bien souligné que, puis ça, je pense que c'est un autre message, la maltraitance psychologique est souvent non intentionnelle. Tu sais, on fait pas ça en se levant le matin et en disant j'ai envie de maltraiter. On ignore que c'est ça qu'on fait, justement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de communication. Je pense que je vais commencer avec vous, Mme Agara. Ça arrive que la personne devient impatiente, irritable, agressive. Souvent, les gens vont décrire aussi une incommunicabilité, pas nécessairement dans les premiers stades de la maladie, mais c'est le fait de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, de le communiquer, de pouvoir parler. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à cet égard-là? Effectivement, c'est souvent rapporté par les proches aidants comme une des plus grosses difficultés là, dans la vie quotidienne, au-delà des tâches qu'on fait, de l'aide qu'on apporte à la personne. Mais comment réagir quand la personne s'impatiente ou qu'elle repose la même question plein de fois? Puis on le sait, là, quand on est plus fatigué, qu'on n'a pas bien dormi, qu'on est stressé, on peut être plus à fleur de peau, puis on peut réagir beaucoup plus rapidement. Puis on voit beaucoup en tout cas, un cercle vicieux là, de je suis fatiguée, je deviens impatient, puis là, mon proche devient impatient aussi, là, je m'en veux, je culpabilise. Donc, on voit beaucoup là, ce cercle-là là, chez les proches aidants. Donc, comment réagir dans ces situations-là? Encore une fois, je pense que de bien comprendre la maladie, que la personne ne fait pas nécessairement ces choses-là intentionnellement, mais qu'il y a souvent un besoin derrière, si on arrive à se mettre à sa place, puis essayer de comprendre ce qui se passe pour elle, on va peut-être trouver une autre façon, peut-être plus créative de réagir. On a beaucoup tendance naturellement à, dans nos communications, là, en général dans la vie, à expliquer beaucoup les choses, avoir une approche, on donne des arguments, on explique, on fait appel à la réalité des choses, à la logique, mais ça marche pas toujours, ce type de communication-là avec la personne atteinte. Donc, des fois, ça peut arriver que la personne elle se sent sûrement incomprise, puis elle va peut-être réagir d'une façon à laquelle on s'attendait pas. Donc, dans ces cas-là, peut-être de basculer plus dans le registre des émotions, de l'empathie, de dire je vois que tu es mal à l'aise ou je vois que ça te stresse. Donc, de commencer par plus adresser ça pour qu'au moins la personne sente que
On est là avec elle, on comprend ce qu'elle vit. On va pas dans le registre de la logique, expliquer exactement ce qui se passe, mais plus dans le registre de comment la personne se sent sur le moment. Ça, je trouve que c'est quand même une stratégie qui est intéressante. Par contre, puis on le répète souvent, là, ben, faut être patient, faut se mettre à la place de la personne. Ça, c'est des choses qu'on peut faire que quand on est reposé, quand on est en pleine possession de ses moyens, d'où l'importance vraiment cruciale d'aller chercher du soutien comme proche aidant, d'aller chercher des gens qui vont être à notre écoute aussi, qui vont nous aider à trouver des solutions à certains problèmes pour pouvoir avoir cette belle approche qu'on recommande qui est plus en adéquation avec les besoins de la personne. Si on est trop fatigué, épuisé, en détresse, ça va être beaucoup plus difficile de s'ajuster. On va en parler tantôt des besoins des proches aidants. Madame Choquette, vous avez certainement vécu des difficultés de communication. Est-ce que vous avez développé des stratégies? Devant surtout l'impatience, l'irritabilité, Oui, c'était surtout l'expérience avec ma fille et mon père. Il y avait ma fille, premièrement, vous parliez du tabou. Quand elle a eu sa dépression, au début, on savait pas ce que c'était. Elle voulait surtout pas qu'on en parle parce qu'elle était une personnalité publique. Elle disait, il faut pas que les gens sachent que je suis pas bien parce que ça va ruiner ma carrière. Donc, toute la famille, on en parlait juste entre nous, mais même pour mes autres filles qui étaient adolescentes à l'époque, ça s'est manifesté. C'était tellement lourd à porter parce qu'on n'osait pas demander de l'aide. Bon. Mais finalement, quand Florence a été hospitalisée, ça a été quelque part très difficile parce qu'elle continuait chaque fois que j'allais la voir, elle me disait pourquoi tu m'as enfermée ici, tu as ruiné ma vie, ma carrière. Et puis moi, en tant que mère, c'était comme déjà que on se demande qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans mon éducation, est-ce que je l'ai pas assez aimé, etc. Donc, je vivais une énorme culpabilité, puis à chaque fois, et c'était difficile pour moi de détacher le fait que ma fille était malade et que ce que j'entendais, c'était pas nécessairement ce qu'elle voulait dire. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et finalement, ce que je faisais, c'est que j'allais la voir, je l'écoutais, mais j'avais envie de répondre. C'était voyons. Mais j'appelais tous mes amis à chaque fois que je sortais tous les jours de ma visite. Je disais, est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer à l'hôpital? Parce que même moi, comme je me posais des questions si j'avais fait la bonne chose. Puis il me remontait, il dit, oui, c'est ça qu'il fallait faire, etc. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de communiquer. Il y avait je sais pas si on peut dire normalement, mais il y a d'autres façons de communiquer, mais l'impact était extrêmement difficile. Puis mon père, lui, c'est qu'il avait déjà dans sa vie un caractère assez soupe au lait et parfois ses caractéristiques sont très accentuées dans la maladie aussi et il s'énervait, il voulait que j'aille lui chercher un médicament qui l'aidait à dormir, mais il n'était pas censé le faire. Et puis il dit, oui, mais j'ai une prescription d'Ottawa, mais voilà, c'était devenu tous les jours, là, il ne parlait que de ça. Puis moi, je me disais, mais je suis pas censée lui donner. Puis je savais plus comment le gérer. Et alors, encore une fois, ma façon de m'en sortir, c'était d'appeler ma sœur après, de lui dire, et juste de parler de cette chose-là, ça nous aide à passer à travers le moment. Il nous donne le courage d'affronter le prochain. Puis, mais à travers tout ça, il y a tellement de moments aussi de reconnaissance, c'est-à-dire d'appréciation. On le sent même si la personne peut être perturbée. C'est juste des fois juste un petit geste. Où ma mère avait sorti une phrase un jour qui m'a comme tellement bouleversée. Elle me regardait dans son lit. Puis elle m'a dit, en tout cas, j'espère, et ça, elle avait comme 91 ans quand elle m'a dit ça, j'espère vivre assez longtemps pour t'aider quand tu seras vieille. C'est magnifique. Je trouve que, oui, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi ça. Elle voudrait, elle, continuer à être ma mère comme elle l'avait toujours fait, alors
elle me dit toujours, je vous présente ma nouvelle maman, et c'est en me montrant moi. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui font que le chemin de la prochaine danse est illuminé de ces moments de beauté. Puis c'est ça qui donne la force aussi de continuer malgré tout. Merci beaucoup. Parce que on se dit, la prochaine danse, c'est vraiment pas facile. C'est une réalité qui est difficile. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et, tu sais, dans le fond, ce que moi j'ai entendu beaucoup, puis ce que j'ai vécu aussi, c'est que je pense que c'est probablement le paroxysme d'une relation d'intimité. C'est un petit peu le comble de l'affection aussi. Et il y a à peu près juste dans d'autres situations pour des enfants qu'on fait ça. Mais c'est vraiment, puis Mme Murier disait, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris sur ma famille, je pense qu'on l'entend beaucoup. Donc, ça nous apprend sur nous, sur notre résilience, sur la relation, sur la résilience de l'autre aussi, et sur la façon de composer avec ça. Puis, je pense que même si c'est difficile, après, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a quand même un sentiment de plénitude qui reste, parce que c'est une expérience, je pense, assez unique. Puis, je dis souvent, c'est une expérience qui se comprend de l'intérieur. C'est-à-dire que ça se comprend pas juste intellectuellement ou parce qu'on a étudié, ça se comprend dans le vécu. C'est pour ça que les regroupements sont très, 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 très aidants. Donc, je regarde mes collègues ici. Premièrement, quand on prend soin d'une personne, ne pas oublier qu'elle est là. Ne pas oublier qu'elle n'est pas un abonné absent. Donc, elle devient vraiment partenaire de ses soins et on est là pour elle. Donc, il ne faut pas l'évacuer. Première des choses. Deuxième des choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de ce qu'on observe, au-delà du symptôme, au-delà de ce qui est dit, qui peut nous blesser parfois, qui peut nous troubler parfois, qui peut nous faire de la peine. Essayer de comprendre pour être capable de mieux intervenir. Ensuite, ne pas s'oublier et ne pas trop culpabiliser quand on prend soin de soi parce que c'est une façon, et là, c'est chacun qui sait de quoi il a besoin puis comment prendre soin de soi, mais c'est une façon de mieux prendre soin de l'autre. Il ne faut pas mettre ça en opposition, ces deux éléments-là. Et finalement, se rappeler que oui, c'est difficile, on ne peut pas nier que c'est difficile, mais qu'à terme, il y aura quelque chose de riche et de satisfaisant. Et puis même des surprises parce que, étonnamment, dans les moments où on est très, très, très épuisé, parfois, on souhaite qu'il y ait une fin. Puis quand la fin arrive, ben, on peut pas croire qu'on s'ennuie des moments. Une fois qu'on s'est reposé, là, qu'on s'ennuie de ces moments-là. Alors, je voudrais remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup nos trois panélistes, donc Mme Agaran, Mme Grenier, Mme Choquette. Ça a été très, très, très généreux, vos partages. Merci infiniment. Puis, ça a été, j'ai appris beaucoup en vous écoutant. Je remercie à tout le monde de s'être déplacé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Thank you.